bonjour à tous, merci d'être présents. Je ne sais pas depuis quelle heure vous êtes là, mais l'après-midi est déjà bien entamé, donc merci d'être encore là. C'est très intense, big, donc on sait que ça vous prend beaucoup d'énergie. Alors, ça me permet de rappeler que en fait, cet événement, vous ne m'entendez pas du tout, même avec des écouteurs? Ah ah, c'est intéressant. On va faire appel à nos amis de la technique. Non, en fait, normalement, il faut entendre avec des écouteurs. Ah, c'était prévu, normalement, dans le mail que vous avez reçu, il fallait venir avec vos écouteurs. Voilà. Voilà. Donc, et en fait, il y a des QR codes pour pouvoir se connecter qui étaient affichés juste au-dessus, normalement. Voilà. Donc, je vais essayer de parler fort, mais ça n'a pas été prévu pour que ça passe le premier rang. Néanmoins, voilà, via l'application et via les QR codes avec des écouteurs, normalement vous entendez bien. Et finalement, ce qu'on va raconter est intéressant, mais ce qui va être le plus intéressant, c'est ce que vous allez voir. Donc, on va faire avec les moyens du bord. On me dit à l'oreillette que je n'ai pas qu'il y a un petit décalage quand on parle. Il y a à peu près 10 secondes de décalage. Donc je vais essayer de m'adapter avec ça. Voilà. Ouais, je vais essayer de m'adapter. Très bien. Donc, merci à tous. Ce qu'on vous propose comme masterclass aujourd'hui, c'est TPE-PME, apprenez à prompter avec le chat de Mistral. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer de vous rendre compte par vous-même qu'on ne vous parle pas du futur, on vous parle du présent et qu'aujourd'hui, dans vos business respectifs, vous pouvez déjà utiliser de l'intelligence artificielle générative et notamment celle de Mistral. Vincent, peut-être que je te laisse te présenter ? Oui, et bonjour à tous. Donc je suis Vincent Asquin, moi je travaille dans une boîte de conseil en data en IA qui s'appelle Artefact. Et donc ce qu'on propose classiquement à toutes les entreprises qui sont intéressées par le sujet, c'est de les former, les accompagner dans leur transition vers l'IA générative. Et donc aujourd'hui, vous allez apercevoir un format qu'on appelle, donc on fait une masterclass et après on appelle ça le Prompt Challenge. Donc nous on est convaincus chez Artefact que pour réussir sa transition sur l'IA générative, ça passe à la fois par la manipulation des outils, donc des cas d'usage, mais aussi il faut savoir bien prompter pour avoir un résultat de qualité. Sinon, si on fait des prompts rapides, on peut avoir des résultats facilement, mais si la qualité n'est pas au rendez-vous, ça crée des frustrations chez les personnes qui utilisent les IA et l'adoption n'est pas optimale. Donc, je vous propose de passer sur une très très rapide masterclass. C'est vraiment un condensé de l'essentiel. Qu'est-ce que l'IA générative pour ceux qui ne sont pas encore trop sur le sujet. Et ensuite, je vais faire des démonstrations donc avec Mistral sur quelques cas d'usage. Donc on a pris un exemple qu'on va vous montrer en direct, que vous pourrez, si jamais vous voulez le faire en même temps, vous pouvez aller sur le site de Mistral directement et essayer de faire les prompts en même temps que nous. Donc voilà, je vais commencer vraiment par les fondamentaux de l'IA générative. J'ai une première question pour vous. Il y a deux images, je vais essayer de ne pas mettre devant l'écran, il y a deux images face à vous. Il y en a une qui est une vraie peinture et il y en a une qui est une image qui est générée par une IA. On va faire en levée de main. Qui pense qu'à gauche, c'est une image qui est générée par une IA? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui pense qu'à droite, c'est une IA qui a généré l'image? Ok, beaucoup plus. Eh bien, la majorité a raison. L'image de droite a été générée par une IA. Même question pour ces deux images. Qui pense, en levant la main, qu'à gauche, c'est généré par une IA? Ok, 4, 5, 6, 7. Qui pense qu'à droite, c'est généré par une IA? Bon alors là, je vous avoue, on vous a un peu piégé. Les deux sont générés par une IA. Voilà. Cette petite démonstration, juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, c'est super dur de faire la différence entre du contenu qui est généré par une intelligence artificielle et du contenu qui est une vraie photo. Donc le niveau de performance des IA aujourd'hui se rapproche on va dire, de la perfection. Voilà, donc voilà, pour vous montrer la puissance, ça c'est des images. On peut générer énormément de contenu avec des IA, que ce soit des vidéos, du son, de la musique, du texte. On va voir un peu après quelques-uns de ces cas d'usage. Mais voilà, on peut vraiment faire des choses très très précises. Pour se mettre d'accord sur le vocabulaire, on va commencer. Tout est source de data. Donc, s'il n'y a pas d'IA générative, il n'y a pas de ChatGPT si on n'a pas des bonnes données. Donc, on va prendre la métaphore d'un puzzle. Imaginons que les données sont des pièces d'un puzzle dans le désordre. Donc, ce sont des données déstructurées. Donc, c'est la data.
On a ensuite une technologie qui est l'analytics, la BI, qui est capable de remettre ces pièces de puzzle dans l'ordre, donc de comprendre le sens de ces pièces individuellement et de les remettre dans l'ordre. Mais il manque une pièce. Et donc c'est là que l'IA est capable de comprendre l'image et de compléter là où il y a un trou dans le puzzle. Ce que fait l'IA générative, c'est qu'elle va plus loin. Elle comprend l'image dans sa globalité. Elle comprend que sur ce qu'on voit à l'écran, probablement on se trouve dans une gare d'aéroport, enfin dans une gare d'aéroport ou une gare de train, parce qu'il y a des personnes qui attendent, qui ont des sacs, des bagages. Il y a des racks pour les bagages, il y a des fauteuils. Et donc l'IA a été entraînée avec tellement de données qu'elle comprend les concepts et elle est capable de comprendre le concept de gare ou d'aéroport. Ce qui fait que si on lui demande de générer ce qui pourrait se trouver autour de l'image qu'on lui a donnée à l'origine, elle est capable de créer une image cohérente avec ce qui est au centre. Et donc elle va recréer plein d'éléments qu'on pourrait retrouver dans une gare ou dans un aéroport. Donc ce n'est pas des petits bouts d'images qu'elle a trouvés sur Internet ou ailleurs et qu'elle remet comme un patchwork pour faire une image globale. C'est vraiment l'IA qui comprend les concepts et qui est capable de générer, comme un humain pourrait imaginer une œuvre ou imaginer un objet. L'IA est capable, d'après sa compréhension du monde, grâce aux données avec lesquelles elle a été entraînée, de générer une image. Globalement, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que je risque de perdre la majorité d'entre vous. Mais globalement, quand on fait une demande à l'IA, il y a tout un processus. Donc la demande est convertie dans un langage informatique, évidemment, puisque quand par exemple on demande à l'IA, on lui donne le mot gare, l'IA elle ne raisonne pas en langage, elle raisonne avec du code, elle raisonne avec des concepts informatiques. Donc l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transformer le concept de gare dans un langage informatique. Tout ça, ça s'appelle donc les transformers. Il y a plusieurs couches qui passent successivement et qui arrive à rendre des concepts qui sont, on va dire, des concepts abstraits, des concepts du langage, elle arrive à les rendre compréhensibles par une machine. L'IA va prendre le mot, donc par exemple, si on prend la phrase « le petit chaperon rouge », l'IA va prendre le petit et ensuite il y a tout un système de statistiques et de probabilités. Dans les probabilités, après le petit, dans la langue française, eh ben, le mot qui vient après, c'est chaperon. Donc l'IA va se demander quel est le mot qui pourrait être le plus probable après ce mot-là, et donc après chaperon, c'est le petit chaperon rouge. En vous passant les détails très techniques, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc l'IA estime que c'est le mot qui était le plus probable. Si on veut des résultats qui sont un peu moins attendus ou qui justement suivent un peu moins cette linéarité de c'est le mot le plus probable, sur certains outils d'IA, on peut jouer sur ce qu'on appelle la température. Et en fait, l'IA ne va pas forcément prendre le mot qui est le plus probable, elle peut prendre le deuxième ou le troisième ou le quatrième qui peut être attendu après. Voilà, c'est très vulgarisé, je vous épargne tous les termes un peu techniques. Et j'ai une autre question pour vous maintenant. On va toujours faire en levant la main. Combien de fois est-ce que vous pensez avoir utilisé l'IA? En levant la main, qui pense l'avoir utilisé 0 fois? Ok, ça va. Qui pense l'avoir utilisé entre 1 et 5 fois? Ok, ok. Entre 5 et 10 fois? Et entre plus de 10, entre 10, 20, 30? Ok. Alors, réponse, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse parce qu'on l'utilise tout le temps sans vraiment le savoir, sans vraiment s'en rendre compte. Alors, on ne parle pas toujours d'IA générative. L'IA générative, c'est vraiment la dernière partie, on va dire, comme sur le tableau, on voyait, c'est vraiment la dernière technologie qui est aujourd'hui très tendance et dont tout le monde parle. Mais en réalité, l'IA, c'est beaucoup plus que ça. Ça commence quand vous vous réveillez le matin avec une alarme intelligente. C'est déjà de l'IA. Quand vous avez les news sur votre téléphone, Google qui vous propose des actualités. Et souvent, ces actualités-là, elles sont assez précises par rapport à vous, votre domaine ou vos centres d'intérêt. Donc tout ça, c'est de l'IA. Les informations sur la météo. L'IA vous pousse la météo en fonction de là où vous êtes. Par exemple, toutes les données que l'IA récupère, donc sur l'hygrométrie, sur la pression, sur les vents, tout ça, l'IA est capable de, avec toutes ces données-là, prédire demain il fera beau, après-demain il fera soleil et il pleuvra. Ça rentre dans la définition large de l'IA. Pareil, si votre GPS vous dit que vous allez mettre 35 minutes pour aller au travail compte tenu des conditions de circulation, quand vous avez Netflix qui vous recommande des films basés sur vos préférences, les correcteurs orthographiques, tout ça, ça rentre dans la définition très large de l'IA. Donc ce n'est pas cantonné juste à l'IA générative extrêmement high-tech dont on entend parler depuis à peu près fin 2022, c'est un peu plus large. Et même cette image-là, en fait, elle a été générée par IA, par notre ami Pierre, qui pourrait illustrer voilà, tout ça. Elle te ressemble un peu d'ailleurs à cette image. Mais pour de vrai, j'ai bossé. Hein, c'est ce qu'on appelle un LoRa, donc c'est-à-dire un mini modèle réentraîné sur un modèle de diffusion, donc de génération d'images.
Voilà, donc les slides ne sont pas générés par IA, je vous rassure, même si parfois ça peut être pratique. En fait, l'IA, c'est une double révolution. C'est à la fois une révolution. Je pense que vous m'entendez mieux, je pense. Hein. On aurait dû faire ça dès le début. L'IA, c'est une révolution à la fois technique, technologique, parce que c'est évidemment des avancées techniques. Il y a des algorithmes toujours plus performants qui sont arrivés. Donc à la fois, c'est une révolution technologique et en même temps, c'est la continuité de ce qui existait déjà. Donc, c'est pas non plus totalement une innovation de rupture, mais c'est également une innovation dans les usages. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA, elle a rendu accessible le langage des machines à des personnes qui ne savent pas du tout coder et qui ne sont pas du tout ingénieurs. Avant, pour communiquer de manière un peu profonde avec des machines, il fallait quand même s'y connaître et savoir coder. Il fallait savoir parler des langages pas forcément faciles d'accès. Aujourd'hui, vous pouvez interagir avec des machines avec du langage courant, avec du français, de l'anglais, n'importe quelle langue. Vous pouvez directement lui parler. Et même, vous pouvez, si vous n'avez aucune connaissance en code, vous pouvez demander à l'IA de générer du code. Et là, c'est un peu la boucle est bouclée. Vous parlez à la machine en français, vous répondez avec du code. Vous pouvez lui répondre avec du français ou de l'anglais. Voilà. Donc c'est en ça que vraiment ça a eu un énorme impact. Et puis ça a été extrêmement facile d'accès aussi quand OpenAI a fait son coup d'envoi de l'IA générative et a sorti ChatGPT. En fait, le taux d'adoption de l'outil c'est la technologie qui a le taux d'adoption le plus fort jamais remarqué, plus que les téléphones, que les frigos, que les microprocesseurs. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, c'était extrêmement simple d'accès. Il fallait juste un ordi, une connexion, et c'était tout. En fait, techniquement, il fallait rien. C'était gratuit pour tester. Et puis c'était extrêmement simple d'utilisation. L'interface a vraiment été travaillée pour que ce soit une conversation comme sur Messenger ou sur WhatsApp. Donc tout ça fait que quand c'est sorti, il y a eu des millions et des millions d'utilisateurs dans les premiers jours de la sortie de l'outil. Et ça n'a jamais été vu par aucune des autres technologies qui est sortie avant. Tout ça, ça arrive en entreprise. Vous en avez peut-être déjà dans vos entreprises ou alors c'est en train d'arriver. Vous avez pléthore d'outils qui arrivent. Et globalement, on se rend compte que dans les entreprises, il y a environ 3/4 des salariés qui ont déjà testé. Alors de leur côté, c'est souvent un peu du shadow IT qui doit être un peu géré par les services, mais il y a environ 75% des gens qui ont testé au moins une IA. Alors la plupart du temps, c'est du chat GPT. Mais voilà, c'est quand même assez énorme. Et les entreprises cherchent aussi maintenant des collaborateurs qui sont formés et qui savent utiliser l'IA. On va voir comment après, mais on peut vraiment gagner en performance de manière assez phénoménale tous les jours grâce à de l'IA. Et si on l'utilise correctement, on gagne en moyenne 30 minutes par jour sur ses tâches quotidiennes. Ça peut être, c'est quand même une grosse moyenne, hein, ça ne prend pas en compte ceux qui l'utilisent peu ou ceux qui l'utilisent très bien. Mais si je vous fais un petit retour d'expérience, ça m'arrive de gagner parfois 2 heures ou 3 heures dans une journée si j'ai le bon cas d'usage, la bonne demande et si je sais exactement quoi lui demander. Donc ça peut être extrêmement puissant. C'est ce qu'on constate aussi chez BPI France. On a lancé des enquêtes et ça va de, on va dire, réfractaires qui disent je gagne 0 minutes à des gens qui disent je gagne 3 heures. Ouais. Et tout ça, donc, c'est à la fois connaître les cas d'usage, savoir ce qu'on peut lui demander, et aussi savoir comment lui demander. Donc c'est ce qu'on verra un petit peu après sur le prompting. Je propose, Vincent, qu'on accélère un petit peu pour garder du temps pour justement la démo. Eh ben, on y arrive. Celle-ci, globalement, les chiffres sont pas très importants. C'est pas forcément la peine de les retenir, mais globalement, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que toutes les entreprises s'y mettent, toutes les entreprises se rendent compte que c'est une des priorités, qu'il va falloir investir dedans et que ça peut vraiment leur permettre de faire à la fois des gains de productivité, aussi de réduire leurs coûts. Et donc, c'est un sujet qui est pris à bras le corps par beaucoup d'entreprises, et donc c'est pour ça qu'on propose ces types de formats dans toutes les boîtes. Cas d'usage concret. Exactement. Je vais passer assez vite sur cela, mais globalement, c'est certains de nos clients ont certains besoins. Ils ont besoin d'aller beaucoup plus vite et de craquer des problématiques très concrètes. Et donc, on peut les aider. Par exemple, on prend un cas très facilement compréhensible, c'est-à-dire que Orange, ils ont eu envie de réécrire toute leur foire aux questions. Ils en avaient à peu près 30 000 pages. Et en fait, soit ils faisaient appel à des copywriters qui passaient des mois et des mois à réécrire une par une les pages de leur FAQ. Soit ils faisaient appel à l'IA, et dans ce cas-là, donc nous on a développé pour eux un outil qui permettait de copier-coller la page que vous vouliez traduire. Vous pouvez régler 3 curseurs. Un, c'est l'empathie, l'effet sourire et l'effet confiance. Vous pouvez donc régler un peu plus, est-ce que vous voulez que ce soit un peu plus de blague ou un peu plus d'humour ou un peu plus sérieux ou moins de confiance, enfin plus de confiance. Vous pouvez mettre tous les paramètres que vous voulez et ça vous réécrit en quelques secondes une FAQ. Et donc ça, si on le fait avec 30 000, on gagne des mois de travail. Et aussi en coût, c'est un investissement à l'origine, mais
à la longue, c'est vraiment des coûts économisés pour l'entreprise. Voilà, on a différents cas d'usage, mais celui-ci, c'est quand même le plus parlant. Et on va en arriver à l'art du prompting, ce qui vous intéresse le plus. J'ai demandé à Vincent de faire des efforts et de ne pas mettre plusieurs exemples pour qu'on puisse aller plus vite sur la démo. Exactement. Et donc, c'est là que je vais changer d'ordinateur. On explique juste ce que c'est qu'un prompt. Oui, exactement. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un prompt, c'est la demande que vous faites à l'IA pour lui poser une question. Donc globalement, vous allez voir quand je vais écrire le prompt. Alors ça peut être un prompt écrit. La plupart du temps, quand on communique avec ChatGPT, c'est un prompt qui prend la forme de texte que vous écrivez dans la barre de discussion. Mais en fait, on peut aussi avoir des prompts bien différents. On peut parler à des IA. Donc si certains ont déjà testé des fonctions de ChatGPT par exemple, où aujourd'hui c'est extrêmement naturel, vous parlez avec l'IA, elle vous répond. Et c'est tellement fluide et rapide que vous pouvez l'interrompre en plein pendant qu'elle parle, et puis elle s'arrête de parler, elle vous écoute et elle vous refait une réponse en direct. Elle peut prendre des intonations de voix différentes, donc c'est extrêmement puissant. Ça peut être des prompts vocaux, ça peut être des prompts avec, si on envoie une image directement, l'IA peut aussi travailler avec cette image-là. Ça peut être des prompts vidéo, ça peut être des prompts de musique ou autre. Et alors comment est-ce qu'on rédige un beau prompt ? Ça c'est un peu la clé, c'est la question que tout le monde se pose. Nous, on a créé une méthode, on l'a appelée la méthode Focus pour que ce soit un peu plus facile de s'en rappeler. Globalement, si vous suivez ces 5 petits conseils, vous saurez comment rédiger un beau prompt et comment avoir un résultat qui sera beaucoup plus facilement et beaucoup plus utilisable et beaucoup plus pertinent par rapport à ce que vous voulez. Donc le premier conseil, ça va être de préciser le format. Si jamais vous attendez une réponse très synthétique ou une réponse très élaborée, le prompt ne va pas être le même. Donc précisez bien le format que vous attendez. Et quand je dis format, c'est aussi si vous voulez générer un post LinkedIn par exemple, ou un email, ou un communiqué de presse, il faut vraiment le préciser. En fait, c'est comme quand on collabore avec quelqu'un, il ne peut pas deviner ce qu'on a en tête, et donc si on ne lui dit pas, il ne peut pas le savoir. Donc si vous précisez que vous voulez un texte très élaboré, ou des bullet points, ou un tableau, ou une lettre, un email, long, court, concis, synthétique, etc., l'IA saura déjà ce que vous attendez. Ensuite, l'objectif, donc là, vous dites concrètement à l'IA ce que vous attendez de sa part. Et en fait, dans Objectif, il y a une technique qui marche très bien, c'est de demander à l'IA de se placer dans un rôle. Si vous lui dites, par exemple, place-toi dans le rôle d'un responsable marketing, à la fois la façon dont l'IA va réfléchir et la façon dont elle va construire sa réponse sera beaucoup plus proche de ce que peut vous proposer un responsable marketing, et aussi la réponse sera beaucoup mieux structurée. Et aussi les informations, donc il y a des IA qui vont chercher les infos sur Internet ou dans ses connaissances, ou parfois vous uploadez des documents, elle peut aussi aller chercher les bonnes informations au bon endroit si on lui demande de se placer dans un rôle. Ensuite, le contexte, pour moi, c'est un des piliers, c'est vraiment un des conseils les plus importants. Le contexte, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que vous demandez ça à l'IA. Donc il ne faut pas se contenter de lui dire « je veux que tu génères un communiqué de presse sur tel sujet ». Elle peut faire quelque chose de très bien, mais elle aura encore plus de clés pour vraiment coller à vos attentes si vous lui dites tout le contexte qu'il y a autour de cette demande. Par exemple, je travaille dans telle entreprise, je bosse sur tel projet en ce moment, et mon enjeu aujourd'hui c'est ça, donc j'ai besoin que tu me génères tel contenu de tel format avec tels éléments. Petite précision qu'on peut apporter à ce moment-là, attention à ne pas donner des données confidentielles de votre entreprise non plus. Il faut trouver l'équilibre entre je lui en donne assez pour qu'il travaille bien et je ne donne pas gratuitement ce qui pourrait être du secret de l'entreprise. Exactement. Et cette question, cette problématique de la confidentialité des données, elle est vraiment pas à prendre à la légère. Parce que si vous utilisez des IA qui récupèrent vos données et parfois les utilisent, les revendent ou même réentraînent leur modèle avec, vos données confidentielles perso ou d'entreprise peuvent se retrouver disponibles à tout le monde. Donc c'est pour ça que quand vous utilisez des IA, déjà faites attention quand c'est des documents confidentiels, et surtout on recommande souvent de se rapprocher de vos services IT pour leur demander ce qui est validé ou non, ce qui est sécurisé ou non. Il faut toujours avoir cet élément en tête. Donc souvent les IT, les entreprises développent leur propre Secure GPT, donc c'est vraiment les modèles GPT, mais sécurisés dans l'environnement IT de votre entreprise, ce qui permet d'éviter que les informations fuitent. Et sinon, il y a aussi des entreprises qui prennent des services, mais qui ont été sécurisés, où le contrat précise que les données ne sont pas réutilisées. Exactement. Donc faites toujours attention à ça. Ensuite, vous pouvez demander à l'IA d'utiliser certains documents. Ouais, j'ai vu que le son s'était baissé, alors je ne sais pas si on a quelqu'un qui nous entend à la technique, qui peut... je vais essayer de parler un peu plus fort.
Mais vous pouvez demander à l'IA d'utiliser des documents et donc vous pouvez les joindre à votre demande. On appelle ça, alors quand on joint beaucoup de documents et qu'on connecte une base de données à une IA, on appelle ça un RAG, c'est un Retrieval Augmented Generation. Et donc Les écouteurs remarchent, c'est ça? Ah, donc voilà. Ouais, mais je pense que le son moins fort. Ouais. C'est mieux avec ça, non, je pense. Ouais. Ah, on peut pas, ok, voilà. ok, ça marche. Donc ça on peut demander à... contrainte. On peut demander à l'IA d'utiliser des documents particuliers. Donc soit, comme sur certaines IA, on upload le document comme une pièce jointe sur un email, soit on peut carrément connecter des IA avec toutes vos bases de données. Et quand vous lui faites une demande, elle peut aller directement chercher dedans vous pouvez obtenir des réponses qui soient directement contextualisées avec votre entreprise, avec ce que vous avez à dispo comme données et c'est beaucoup plus puissant que de charger des documents à la main les uns après les autres. Et enfin, le style. Alors, le style de réponse est assez important aussi. Quand vous parlez, par exemple, avec un supérieur, avec un collègue, vous n'avez pas forcément la même façon de parler, vous n'avez pas forcément le même niveau de formalité. Et donc, vous pouvez demander à l'IA aussi de prendre un certain ton. Si vous parlez à un de vos clients, si c'est juste une note interne pour vos collaborateurs, voilà, vous pouvez lui demander le ton et ça s'adapte très bien. On peut aller du très professionnel quand on s'adresse à un COMEX à comment s'adresser et rendre compréhensible des concepts assez complexes à des enfants, par exemple, de 8 ans. Et l'IA sait s'adapter et elle sait adapter son ton. Et donc, il y a certains cas d'usage où on prend des documents extrêmement complexes avec de la technique, de l'ingénierie ou des concepts médicaux. Et si on lui fait la demande de les rendre compréhensibles à des enfants de 8 ans, et ben les résultats sont bluffants. L'IA imagine des métaphores pour rendre compréhensibles des concepts. Par exemple, on avait fait avec un laboratoire pharmaceutique un questionnement sur la peau. Et ben en fait, ça avait pris la métaphore d'un jardin. Et donc la peau, c'était comme un jardin avec des insectes qui étaient bons pour la peau, d'autres qui étaient nocifs pour la peau, etc. Donc ça peut vraiment aller jusqu'à l'imagination assez poussée. On va passer maintenant à la partie pratique. On en est où du temps? On est un peu juste, mais on a ce qu'il faut. Ça va aller, ça va aller. Le temps que tu te prépares, je te propose d'avancer de 2 slides pour que je présente c'est quoi le chat de Mistral. Encore un. Hop, encore un. Et voilà. Donc le chat de Mistral, en fait, c'est un outil en ligne, comme il en existe d'autres. On a choisi celui-là, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Google qui propose Gemini, il y a le fameux ChatGPT d'OpenAI, il y a Copilot de Microsoft. J'en oublie, non pas volontairement, mais c'est qu'il y en a beaucoup. Donc il y en a plein. Nous, on s'est dit, petit clin d'œil, on est à Big, on va prendre le chat, qui est donc la solution que propose Mistral. Donc le chat, on y accède depuis son navigateur web et on se crée un compte avec les différentes possibilités, à savoir je choisis un mail et un mot de passe ou j'utilise un connecteur type Google ou Microsoft. Voilà, donc pour la petite introduction, je te passe le HDMI, c'est bon ? Parfait, merci. Hop, quelle transition. Donc, hop, c'est bon. Donc voilà à quoi ressemble l'interface du chat de Mistral. Alors moi j'utilise la version noire parce que c'est voilà, vous l'avez en blanc, vous l'avez en noir. Je préfère le noir, c'est un peu plus mystérieux. Voilà comment ça se présente. Vous pouvez choisir. Il y a différents modèles que vous pouvez utiliser. Donc il y a différents modèles de Mistral que vous pouvez utiliser. Il y en a qui sont plus optimisés pour des capacités de raisonnement. Donc c'est Mistral Large 2. Vous avez Codestral pour du code. Vous avez Mistral Nemo qui est un modèle un peu plus petit, un peu plus rapide et plus léger à faire tourner. Et puis vous avez Epixtral, donc dans lequel vous pouvez interagir avec des images. Ce qu'on vous propose, donc j'ai une liste de prompts, je ne vais pas les écrire les uns après les autres parce que déjà qu'on est court en temps, ça aurait été encore plus long. Je vais les partager dans la conversation. Ouais, bah, super. Vous les aurez comme ça sous les yeux. J'ai une liste de prompts pré-rédigés qui suivent à la lettre la méthode que je vous ai partagée juste avant. Et donc on vous propose de vous placer dans on va dire le storytelling. Vous êtes une entreprise, vous voulez lancer un nouveau projet. Et ben on lui donne un prompt. On est en train d'essayer de générer un plan de communication pour lancer ce projet-là. Et donc, pour lancer ce plan de communication, il y a plusieurs étapes. La première, vous pouvez déjà vous générer un persona, donc ça vous aide pour ceux qui sont peut-être moins familiers. Le persona, c'est vraiment on va dire l'utilisateur, un des utilisateurs cibles ou un des acheteurs potentiels de votre solution. Et plus vous avez de données sur vos personas, mieux vous les connaissez, plus vous pourrez cibler votre campagne, votre produit, votre façon de le vendre.
Et donc, si vous voulez générer un des personas, voici un des prompts qu'on vous propose. Donc là, vous lui dites « Agis comme un spécialiste en marketing digital dans une entreprise qui développe des innovations technologiques. Tu travailles sur le développement d'un nouveau bracelet qui utilise l'IA pour suivre les performances sportives d'un sportif. J'ai besoin que tu génères un persona complet pour une campagne de lancement de ce nouveau produit, incluant des informations démographiques, les besoins, les motivations et comportements d'achat pour cibler efficacement l'audience. » Et donc là, vous voyez que la réponse se génère en direct. C'est toujours des réponses structurées. Les IA sont extrêmement fortes pour structurer des réponses. Et vous avez les informations démographiques, donc on commence par l'âge, le prénom, la situation familiale, la localisation. Et ensuite, on rentre dans le détail, donc ses besoins. Qu'est-ce qu'une personne qui a 32 ans, femme célibataire à Paris, consultante et qui a un revenu de 60 000 euros pourrait avoir besoin dans le suivi de ses performances. Donc ça vous propose ses besoins, ses motivations à l'achat et ensuite ses comportements d'achat. Donc là, on voit que ça se génère encore, mais vous pouvez vous générer un persona et ensuite interagir avec ce persona. Vous pouvez même lui poser des questions comme si c'était une vraie personne et ça vous aide vraiment à cibler au mieux votre campagne. Je vais attendre quelques secondes que ça finisse de se générer. Donc voilà, c'est assez détaillé, hein. Ça précise même les canaux de communication qui sont préférés par la personne. Donc une personne de 32 ans, elle utilise Instagram, Facebook, LinkedIn, lit des newsletters et des articles de blog. Et les points de friction aussi, donc c'est là où l'IA est quand même très, très pertinente. Elle sait aussi ce qui pourrait freiner à l'achat, elle sait vous guider aussi là-dessus. Donc là, vous avez un persona que vous pouvez interroger, vous pouvez interagir avec. Et la deuxième étape, ça va être de générer un plan de communication. Donc là, je copie-colle mon second prompt. Et l'IA, basée sur ce persona qu'elle a généré juste avant, me génère un plan de communication. Alors, si je vous détaille un petit peu le prompt que j'ai donné, donc j'ai demandé à l'IA de jouer un rôle, agit en tant que consultant en communication, créer un plan de com pour le lancement de ce nouveau produit, incluant les objectifs, les messages clés, les canaux et un calendrier en se basant sur le persona cible identifié. Je suis une start-up et je ne peux pas me permettre de dépenser trop de budget en communication. Je souhaite que tu identifies les moments, messages et canaux clés sur lesquels communiquer pour optimiser au maximum le retour sur investissement. Voilà, donc on est vraiment dans du concret, hein. On n'est pas sur des exemples théoriques, on s'est vraiment positionné en disant je suis une petite entreprise, j'ai un budget limité. Voilà. Et donc, plutôt que vous faire un plan de com 6 mois à l'avance avec des canaux en veux-tu en voilà, l'IA va vraiment cibler à quel moment c'est le mieux de communiquer. Dans toutes les données avec lesquelles elle a été entraînée, elle sait, dans ses connaissances, elle sait qu'est-ce qui fonctionne bien en termes de communication. Et elle vous prépare donc les objectifs. Notoriété, engagement, conversion, c'est les objectifs en général quand on lance un nouveau produit. Les messages clés, c'est que c'est une innovation technologique qui améliore les performances, qui est quand même design, confort, qui est connecté avec les différentes applications. Donc là, c'est basé encore sur le persona et sur les attentes du persona. Vous avez les canaux de communication, vous avez un calendrier. Donc, elle vous propose de faire un teasing 2 semaines avant le lancement de votre produit, AJ-1, AJ+1, etc. Donc, vous avez vraiment un calendrier de communication. Et Vincent, tu me dis si je me trompe, mais si jamais je trouve que c'est pas forcément adéquat, que ça correspond pas à ma situation, je peux rentrer dans un échange pour justement faire retravailler cette proposition, Ouais, c'est ça? complètement. C'est le gros avantage de ces outils d'IA, c'est que si vous avez une réponse qui ne vous convient pas parfaitement, il n'y a pas besoin de repartir de zéro, c'est vraiment une discussion. Donc elle se rappelle de ce qu'elle vous dit et vous pouvez lui dire ce que tu as fait sur par exemple le planning, je trouve ça bien, mais j'aimerais que tu adaptes un peu la cible ou j'aimerais que tu adaptes un peu le message ou telle information clé, le budget par exemple. Vous pouvez lui demander vraiment ce que vous voulez et elle vous refait soit la partie qu'il fallait modifier, soit elle vous réécrit tout en prenant en compte vos demandes. Donc on a notre plan de com. On a un beau plan de com et quand on a un plan de com, ce qu'il faut faire après, c'est commencer à générer du contenu. Et donc là, le prochain prompt, il est beaucoup plus court. Vous remarquerez que plus on avance, plus mes prompts sont courts. Comme j'ai donné beaucoup de contexte au début, l'IA elle s'en rappelle. Donc elle sait déjà dans quelle entreprise vous êtes, quel est votre projet et on peut aller beaucoup plus vite en écrivant des prompts assez simples. Et donc là, je lui ai demandé d'incarner le rôle d'un rédacteur marketing et de rédiger un post LinkedIn et un email pour le lancement de ce produit, avec un ton engageant, professionnel et en incluant un appel à l'action convaincant. Et donc là, l'IA connaît le format type
d'un post LinkedIn, elle sait ce qui fonctionne, elle vous met les petits emojis aux bons endroits, elle connaît tous les codes de communication, elle vous fait des messages, les petits hashtags, vous verrez à la fin il y a des hashtags. Ne spoil pas Pierre. Et puis vous avez des messages courts, vous n'avez pas des pavés comme on peut parfois les voir sur LinkedIn, personne ne les lit. Vous avez un message impactant, court, avec un call to action, la page, le lien pour la précommande, avec les hashtags à la fin. Voilà, donc on a un persona, un plan de com, on a des éléments de com. La suite, c'est de suivre un peu les performances de votre communication. Et donc là, on n'est pas tous des experts en marketing, en communication. L'IA peut nous conseiller. Donc là, sur le suivi des KPI, j'ai fait un prompt en lui disant, en lui demandant déjà quels sont les indicateurs clés à suivre quand on lance une campagne de com. Et puis je lui ai demandé aussi de m'expliquer à quoi correspondent chacun de ces KPI, à quoi ils correspondent, comment on les calcule et surtout donc la méthode pour les calculer et comment estimer est-ce que les performances sont bonnes ou pas. Parce qu'on peut avoir des coûts par clic d'un certain montant, mais c'est quoi le référentiel? Et donc là, vous avez l'IA qui vous liste les différents KPI à suivre, donc le taux de conversion. Elle vous définit ce que c'est, elle vous dit en quoi c'est important de le suivre, comment est-ce qu'on le calcule, donc c'est le nombre de conversions divisé par le nombre total de visiteurs x 100. Ça estime les performances de votre poste. Et ensuite, voilà, elle vous dit un taux supérieur à 2-3% est généralement considéré comme bon pour une campagne de lancement. Et donc là, vous avez un indicateur de mesure pour savoir si ce que vous faites, c'est bien ou pas. Et ça, vous le faites pour chacun des indicateurs clés. Donc vous avez le taux de conversion, vous avez le taux de clic, vous avez le coût par acquisition. Et à chaque fois, elle vous explique ce que c'est. Bon, voilà, ça met un petit peu de temps à se générer. Je pense que, bon, niveau timing, on est un tout petit peu en retard, on est pas mal. Je voulais vous montrer une dernière fonctionnalité je pense qu'on peut prendre un peu de temps parce que ouais, c'est intéressant d'aller jusqu'au bout et on va rogner un petit peu sur les questions. Bon, allez, parfait. Vous pouvez aussi, sur cette IA Mistral, vous pouvez interagir avec des images. Donc ça s'appelle Pixtral. Vous allez voir que la capacité... Bon, je vais le couper. Voilà, vous avez vu globalement en quoi ça consistait. Je vais ouvrir une nouvelle page. Je vais choisir le modèle Pixtral. Et donc, bon, je l'ai placé là. Comme ça, c'est plus facile. Et là, je vais faire un prompt très court. Je vais lui demander tout simplement de décrire ce que l'IA voit sur cette image. Ce qui est intéressant avec les modèles de Mistral, c'est que là où des fois certains modèles d'IA ont des meilleurs résultats en anglais, pas avec Mistral puisque ça a été entraîné notamment sur des jeux de données en français. Exactement. Et donc sur cette image-là, j'ai fait un prompt très court en demandant à l'IA ce qu'elle voyait. Elle voit une personne en train de commettre un cambriolage. Donc déjà, elle ne se contente pas de vous dire il y a une personne habillée en noir qui rentre par la porte. Elle comprend que ce n'est pas une situation qui est tout à fait normale de rentrer comme ça cagoulée. Et elle comprend le concept de cambriolage. Et elle vous dit cambriolage dans un appartement. L'individu est vêtu d'une tenue sombre, y compris un masque qui couvre son visage et porte des gants. Il est en train d'ouvrir une porte d'appartement, la main tendue vers la poignée. L'appartement semble être en désordre avec des objets éparpillés et des meubles renversés. Donc là, c'est encore, il y a deux gros warnings qu'on voulait vous mettre sur cette petite présentation. C'est que l'IA, il faut faire attention aux données que vous mettez dedans, et deux, aux hallucinations. Là, c'est un exemple d'hallucination, c'est-à-dire qu'elle va trop loin dans son analyse et elle imagine des meubles renversés, etc. On ne les voit pas du tout, mais comme elle comprend que c'est un cambriolage, pour elle associe le cambriolage et les meubles renversés partout. C'est des hallucinations parce qu'en fait l'IA tire des liens là où il n'y en a pas forcément. Alors là il pourrait y en avoir parce que c'est souvent le cas dans un cambriolage, mais parfois quand on lui demande, il y avait un exemple assez marrant à l'époque quand tout le monde testait les IA, c'était on avait demandé à l'IA comment est-ce qu'on fait tenir des ingrédients sur une pizza. Elle vous disait de mettre de la colle. Alors c'était pas forcément une bonne idée, c'était une hallucination de l'IA qui se rendait pas compte, elle n'a pas le filtre pour se dire c'est une bonne idée ou pas. Donc là le cas des meubles il est super intéressant parce que c'est typiquement une hallucination. Voilà, l'ambiance générale de l'image est sombre et tendue, soulignant la nature illégale et intrusive de l'acte. Donc ce que tu dis, c'est qu'il faut garder son esprit critique. Exactement. Ne pas prendre pour argent comptant ce que nous proposent ces IA, mais au contraire s'en servir comme outil et pas les laisser décideuses. Exactement. Et c'est pour ça que l'IA aujourd'hui, c'est un très bon outil pour nous. Ça peut parfois faire épargner 80% du temps qu'on aurait passé sur une tâche, mais il y a toujours encore aujourd'hui un peu de temps à passer pour vérifier que tout ça c'est juste, pour adapter un petit peu parce que c'est rarement, c'est pas parfait, mais en tout cas ça peut vous faire économiser beaucoup de temps.
Et alors, pour conclure, j'avais fait ce test juste là pour vérifier que ça marchait toujours. L'IA, elle peut même vous dire... Alors nous, on se serait probablement arrêté à analyser cette image comme ça. On se serait dit, bon, il y a un cambrioleur qui rentre par la fenêtre. Mais quand j'avais fait le test, Mistral m'a dit... En fait, il a analysé plus loin, il a analysé derrière, ce qu'on voit sur le bâtiment derrière. Et donc là, si vous lisez, c'est écrit... L'appartement semble être situé dans un bâtiment d'appartement, comme le montre la fenêtre derrière la personne, qui offre une vue sur d'autres bâtiments. Donc là, l'IA, elle peut même aller plus loin qu'on va dire que l'œil humain, et elle peut vous dire, vous êtes dans une rue, et même s'il y a des éléments distinctifs dans la rue, elle pourrait presque vous localiser la rue, par exemple dans Paris, si vous avez un bâtiment connu, l'IA, elle pourrait vous dire dans quelle rue vous vous trouvez. Voilà jusqu'où on peut aller avec des prompts très rapides, pourvu on sache quoi lui demander et comment lui demander. Très bien. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous. Avant de prendre les questions, vu que vous êtes restés jusqu'au bout, on a un petit, on va dire, easter egg en anglais. Je ne sais pas comment on dirait en français. Puisque vous avez suivi votre première formation, apprenez à prompter avec le chat. Et il faut juste que je fasse ça, je pense. Ouais. Hop, on va recommencer. Voilà, on va le mettre en plein écran. J'ai l'habitude des tactiles en fait, et donc je suis... voilà, donc vous avez votre première certification de prompt ingénieur, si je puis dire. Ce n'est pas un diplôme reconnu par l'État, attention. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de faire parler de sujets. Moi, je trouve que c'est bien. Les gens regardent un peu LinkedIn. En plus, on a appris à faire des prompts pour LinkedIn. Donc voilà, petit easter egg, comme je dis, pour aussi vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on va prendre les questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, merci pour la conférence. C'est pas par rapport au prompting, mais plus par rapport à Mistral, par rapport aux géants de l'IA, en termes de sécurité des données, en termes de performance du modèle. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de Mistral ? Oui, alors effectivement, par rapport on va dire, aux géants américains et aux entreprises françaises, il y a déjà des différences dans les développements. Après, en Europe, on est quand même plutôt bien protégé, c'est-à-dire même aujourd'hui, des géants qui veulent s'implanter en Europe, ils passent par on va dire le mur de législation qui est imposé à tout le monde. Et donc, en fait, ils ont, on va dire, là où ils se développent dans leur pays, ils ont un peu un avantage il n'y a pas trop de règles. Mais quand ils arrivent en Europe, ils doivent quand même faire des adaptations. Par exemple, Apple est en train de lancer son IA partout dans les iPhones sur iOS 18. Ils doivent adapter cette technologie pour les appareils en Europe et ceux en France parce que c'est pas compliant avec les réglementations. Donc, c'est quand même ça remet quand même, on va dire, un certain pied d'égalité. Là où Mistral aujourd'hui, comme c'est une boîte française, ils se développent déjà avec les bonnes guidelines, avec les bonnes pratiques, avec tout ce cadre qui arrive en Europe. On va dire ça remet un pied d'égalité, même si évidemment quand on peut, c'est rarement très bien respecté. Donc il y a toujours des grosses entreprises qui passent un peu à travers les mailles où ça met du temps à se réglementer. Jusqu'à présent, même OpenAI, ils sont arrivés en Europe tellement fort que personne n'a pu se prémunir avec un cadre réglementaire à l'avance. Mais aujourd'hui, tout ça, ça commence à se normaliser en Europe. Hors Europe, c'est pas trop le cas, mais en tout cas en Europe, ça commence à être plutôt sur un même niveau. Tout à fait. Et gardez aussi votre esprit critique dans l'utilisation de ces services. Je sais que c'est pas très agréable à faire, mais n'hésitez pas à lire les conditions générales d'utilisation de plusieurs pages, parce que c'est aussi là où sont écrits ce que vous pouvez faire et pas faire, et ce qu'ils vont faire de vos données ou pas. Mais normalement, comme le disait Vincent, l'encadrement réglementaire que propose l'Europe et ses 300 millions d'habitants fait que même les grands modèles américains doivent montrer patte blanche. Alors, je ne vais pas dire ça parce que je pourrais peut-être me faire taper sur les doigts, mais Mistral est une entreprise qui produit des modèles d'IA en Europe et donc à ce titre respecte la réglementation européenne, protectrice. Sachant qu'il y a, juste pour compléter, il y a en Europe l'IA Act qui est en train d'arriver, donc ça a été voté là cette année et ce sera mis en application en 2026. Et donc là, il y aura vraiment des instances de gouvernance, de contrôle, etc. qui vont réglementer tout ça. Donc aujourd'hui, c'est en train de se mettre, les boîtes commencent à se mettre au pas sur ces réglementations-là, mais en 2026, il y aura vraiment et des sanctions et des instances de réglementation, de régulation sur tout ça. Merci pour la conférence. J'ai deux questions.
La première, si on veut reformuler un texte existant en mettant justement une tonalité particulière, donc ça, j'ai compris que l'IA pouvait le permettre. Comment est-ce qu'on fait pour que nos données soient sécurisées justement et que ça ne se retrouve pas Ouais. Alors, c'est là que c'est important de lire les conditions d'utilisation, comme disait Pierre. Si vous n'avez pas le temps de les lire, vous les mettez dans une IA qui vous synthétise ce que vous avez le droit de faire ou pas. Mais globalement, il faut se référer à quels outils sont, on va dire, respectent vos données et quels outils ne les respectent pas. Parfois, même régulièrement, il y a des outils qui en version gratuite vous garantissent pas que vos données soient préservées, et en version payante, quand vous prenez une licence, c'est réservé. Je pense notamment à OpenAI sur ChatGPT. Quand vous avez la version entreprise, enfin en tout cas payante, il y a une mention en bas qui dit vos données ne sont pas réutilisées par OpenAI. Et vous pouvez même désactiver dans les options toute la partie data, donc il n'y a rien qui est conservé. Mais il faut toujours en fait lire les conditions d'utilisation. Il y a même un deuxième problème, c'est à qui appartient ce que vous générez. Ça appartient à vous, ça appartient à l'entreprise qui a généré le modèle. Il y a encore un flou aujourd'hui juridique là-dessus. Disons que si on lit les conditions d'utilisation, c'est précisé dedans, mais il n'y a pas de fondement en fait, juridique là-dessus. Et le jour où le législateur se penche sur le sujet et tranche, peut-être que la majorité des conditions d'utilisation des outils d'IA tomberont à l'eau. Donc il y a encore un flou auquel on n'a pas de réponse. Et deuxième question, vous avez montré l'exemple d'Orange là, avec la refonte de leur FAQ. Juste pour avoir une idée de budget, ça peut représenter combien? Alors, en fait, ça dépend de pas mal de paramètres. On s'en parle après si vous voulez. Mais en gros, dans les paramètres, il y a à la fois est-ce que votre donnée aujourd'hui, elle est, enfin, plus votre donnée est propre et complète. En fait, tout est question de données. Donc, plus votre donnée est propre, plus ça va être rapide de mettre ça en place et moins ça va nécessiter de travail préparatoire en amont. Il y a votre quantité de données, il y a ce que vous voulez faire, avec quels outils, donc à quelle dimension, et en fait tout ça, ça peut faire passer votre budget du simple au double. Donc je ne pourrais pas vous donner une idée de budget comme ça, mais ce sont des outils qui sont quand même très accessibles. C'est accessible pour une entreprise. C'est un investissement toujours au début, mais qui très rapidement montre des effets, enfin en tout cas la rentabilité, le retour sur investissement est souvent au rendez-vous et très rapidement. Si jamais vous avez un besoin particulier, on s'en parle après avec plaisir, mais effectivement c'est accessible et c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, réservé à des grosses entreprises qui peuvent dépenser des centaines de milliers d'euros, voire des millions il y en a qui coûtent des millions, mais on peut s'offrir des outils comme ça sans problème. Ouais. Pour rebondir sur ce que vous disiez là, le titre là c'est TPE-PME. Aujourd'hui, Artefact, vous bossez, vous arrivez à rentrer dans des TPE? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le chef d'entreprise, je sais pas moi, de l'artisan qui a 3 salariés ou le commerçant dans sa boutique, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il est sensible à vos messages, ou comment est-ce que vous bossez avec les TPE aujourd'hui quand vous bossez à côté avec Orange? En fait, dans tous nos... disons qu'on intervient un peu à tout niveau de la chaîne de valeur de la data et l'IA. Alors dans toutes nos offres, il y en a qui sont évidemment plutôt destinées aux grosses entreprises et on travaille beaucoup avec de gros acteurs. Mais il y en a aussi qui sont adaptés à des TPE-PME. On a par exemple pour des entreprises qui veulent équiper leurs collaborateurs, en tout cas on va dire leur donner les armes sur l'IA. On a aussi des modules de formation qui peuvent prendre en compte par exemple un groupe de 10 personnes. On a des outils qu'on peut, soit on en développe nous-mêmes pour nos clients, et dans ce cas-là c'est quand même un budget pour une boîte de 3 personnes, c'est pas accessible. Mais sinon il y a des outils qu'on recommande, on accompagne sur la transformation et la transition digitale par exemple. Et donc ça peut être un développement d'outils, mais ça peut être simplement de l'acculturation et de l'adoption sur des outils qui existent déjà. On peut vous conseiller quels outils prendre, comment les utiliser, et ça ne vous coûte pas extrêmement cher. Et je complète, il y a tout un écosystème d'entreprises qui se mettent sur des services, des outils clés en main pour les petites entreprises. J'en nommer 3-4 histoire qu'on ne dise pas que j'ai mes préférés. Je pense à Watts, je pense à Succeed, je pense à Dust, qui en fait sont des outils qui permettent assez rapidement de brancher un Google Drive, de mettre ses petits prompts spécifiques à son activité et de pouvoir faire tourner des prompts dédiés à son activité assez rapidement et à moindre coût, type abonnement. Et on va prendre une dernière question, c'est ça? C'est ici? Oui, par rapport aux conversations, est-ce que ça garde en mémoire? C'est-à-dire, si je reprends la conversation qu'on a commencée tout à l'heure, dans une semaine, est-ce qu'il la garde avec mon identifiant ou pas? Oui, complètement. Vous êtes connecté avec un compte. Donc là,
quand j'ai fait mes prompts, j'étais connecté avec mon compte Google. Et en fait, à gauche, on a, alors ça se prendra un peu de temps de rebrancher mon ordi, mais si vous voulez venir voir après, je vous montre. Vous avez toute votre historique de conversation, et donc vous pouvez directement recliquer dessus et vous avez accès à tout ce que vous avez déjà généré. Et même, ça va plus loin. Par exemple, OpenAI, il garde en mémoire un peu plus profonde certains éléments. Par exemple, si vous lui dites dans une conversation, à un moment donné, vous lui dites « je travaille dans telle entreprise sur tel sujet, garde ça en mémoire ». Et ben, même si vous ne revenez pas sur une ancienne conversation et que vous lancez une nouvelle conve, et ben, il va s'en rappeler. Parce que, en général, on a le logo, c'est marqué Memory Updated, et donc il va se rappeler de ça. Et la prochaine fois qu'il vous répond, il vous connaît et ce sera déjà plus contextualisé. C'est un peu lié parce que j'utilise OpenAI depuis longtemps et lors d'une récente conférence, quelqu'un m'avait dit que donc à chaque fois on lui donne le contexte, le rôle et tout, mais ils disent qu'au bout de quelques milliers de mots, donc l'effet de sa mémoire, ça commence à être embrouillé. Donc, alors ça, c'est ce qu'on appelle la taille du contexte. Donc, en fait, quand vous interagissez avec une IA, il y a une taille de contexte limitée. Et en fait, elle ne résonne pas en mots ni en lettres, elle résonne en ce qu'on appelle en tokens. Et donc vous avez un nombre de tokens, ça peut être 2, 3 caractères, ça dépend des mots. Sans rentrer trop dans la complexité, c'est un bout de mot et ça fait un token. Vous avez une taille de fenêtre de contexte limitée, qui peuvent être plus ou moins larges selon les modèles, selon les abonnements aussi, les différents modèles. Et il y a un moment donné, effectivement, où si vous mettez un énorme prompt, l'IA ne peut pas lire l'intégralité de votre prompt et vous générer une réponse qui prend tout ça en compte. Alors, c'est vrai, il y a une limite. On peut un peu la contourner avec des méthodes. Et donc, je vous ai présenté la méthode Focus, mais on a d'autres méthodes. On en a une pour générer des images très poussées, avec vraiment ce qu'on a envie de voir sur une image. Et on a une méthode qui s'appelle je l'appelle la méthode Chain. En fait, on fait des successions de prompts pour justement contourner ce blocage de taille. Globalement, on demande à l'IA par exemple, si on veut générer. On a fait ce sujet avec les étudiants de Polytechnique. On voulait leur montrer qu'ils pouvaient résoudre le sujet de concours d'entrée à Polytechnique. Le sujet est très long, très compliqué à corriger. Vous demandez à l'IA de répondre à la question 1. Et en fait, vous avez besoin de chacune des questions d'avant pour répondre à celle d'après. C'est imbriqué. Vous demandez de répondre à la question 1. Elle vous fait tout le déroulé. Donc, elle épuise sa taille de contexte. Et ensuite, vous lui dites résume ces informations-là, garde les informations clés et les valeurs clés. Et vous lui dites, à partir de ces informations clés que tu as conservées, résous la question 2. Et donc là, vous faites ça successivement et vous avez la réponse intégrale au sujet. Donc il y a des méthodes pour les contourner, ou alors il y a des outils d'IA qui augmentent de plus en plus leur taille de contexte selon les différents outils qu'ils ont. Merci Vincent, merci à tous et je vous invite à continuer la conversation après. Merci à tous.